On accueille Michael Hausmann de l'École pratique des hautes études et qui nous présente une communication intitulée « Des rouages d'une ritualisation individualiste ». Bon, tout d'abord, merci beaucoup Alain et les organisateurs de m'avoir invité. Là, je vais essayer de prendre au sérieux un certain nombre de pratiques plus ou moins ritualisées qui sont associées au champ du développement personnel, du bien-être, de la spiritualité, aussi des mouvances New Age et des paganismes contemporains, souvent étiquetées d'alternatives, mais qui sont de plus en plus familières à beaucoup d'entre nous, au point, et ça va être un petit peu une des thèses sous-jacentes à mon exposé, mais qui méritent d'être reconnues comme de mainstream d'une certaine culture occidentale contemporaine. Je vais les aborder d'un point de vue assez empirique, dans une perspective qui rejoint la perspective adoptée par Alain Ehrenberg dans son traitement donc, de l'impératif de l'affirmation de soi et des malaises qui l'accompagnent, c'est-à-dire non pas comme les symptômes d'un dysfonctionnement social, ou au contraire d'une sorte d'éveil à une nouvelle forme de société, mais comme des pratiques, en l'occurrence cérémonielles, qui sont caractéristiques dans le sens de ordinaire, d'une certaine tradition culturelle, appelons-le individualisme. Pour moi, et d'un point de vue d'une perspective qui envisage ces pratiques comme des pratiques ritualisées, c'est une tradition qui remonte au piétisme protestant, le romantisme, la psychologie, la thérapie, Coué, évidemment, le positive thinking, le New Age, c'est-à-dire que c'est une longue tradition qui a certaines caractéristiques ordinaires et dont, me semble-t-il, une de ces caractéristiques, c'est une certaine forme de ritualisation. Ça ne s'appelle pas des rituels, mais chez les Banga Banga, ils n'appellent pas ça des rituels, ce qu'ils font non plus. Ce n'est pas quelque chose qui l'invalide, cela comme objet de traité rituel, qui est, il ne faut pas l'oublier, un objet avant tout conceptuel. Alors, je vais aborder ces pratiques d'un point de vue avec les outils de l'ethnologie, c'est-à-dire l'anthropologie au sens disciplinaire, et en m'appuyant sur deux partis pris propres à la discipline, mais qui là aussi rejoint beaucoup l'esprit des travaux d'Alain. D'un côté, de mettre en sourdine des questions de causalité. Les ethnologues ont l'habitude de travailler dans des contextes dont tout est supposé être relié à tout, de sorte que la causalité est circulaire et du coup pas très utile comme outil analytique, une garante d'une certaine stabilité culturelle, mais qui n'a pas un pouvoir explicatif moyen. En revanche, ce qui est très important et ce que je vais favoriser, c'est plutôt les formes récurrentes par lesquelles passe cette circularité, ce que j'ai appelé des rouages. Donc c'est vraiment de miser totalement sur le comment et pas tellement sur le pourquoi. Et moi, je vais prendre comme une des rouages, donc le rituel, avec l'idée, encore une fois, en arrière-fond, qu'un grand nombre des concepts qui sont clés, par exemple, que Pierre-Henri a cité ce matin, en fait, sont forgés et définis dans le cadre d'activités qui méritent d'être reconnues comme des activités rituelles, cérémonielles. Le deuxième parti pris anthropologique que je vais prendre, c'est d'être foncièrement comparative. Les ethnologues ont l'habitude des rituels, ils ont développé plein de stratégies d'analyse qui ont fait leurs preuves, mais face à ces pratiques-là, ils sont un tout petit peu dépourvus. Les stratégies qu'ils emploient habituellement ne sont pas très rentables, ça reproduit plus ou moins en paraphrase ce que les praticiens eux-mêmes affirment, et les ethnologues ont, peut-être pour cette raison-là, mais pas uniquement, une sorte de rejet presque allergique face à ces rituels qu'ils ont tendance à qualifier de simulacres de rituels ou de mise en scène jouée de rituels ou ce genre de choses. Et en fait, les ethnologues sont un petit peu comme l'homme inuit dans une bande dessinée de Gary Lawson, donc, qui voit débarquer donc des extraterrestres sur forme de cactus et qui disent « j'ai jamais vu un truc pareil ». Donc, moi, afin d'éviter des mots comme traditionnel, contemporain, nouveau, ce genre de choses, je vais parler de ces rituels-là comme des rituels cactus
et je vais les aborder donc en opposition à des rituels de forme plus familière aux ethnologues comme à Natou et à son copain, comme des rituels ours polaires. Donc je vais donner un exemple de chaque, et puis je vais essayer de les juxtaposer pour faire ressortir les deux comme deux voies alternatives d'un même processus de ritualisation. Et si j'ai un peu de temps à la fin, je vais revenir sur certains des problèmes méthodologiques, conceptuels et empiriques que posent ces pratiques. Donc, le premier est un exemple de rituel ours polaire. Ça s'appelle le Essani. C'est une danse guerrière de la société Betty, où j'ai fait mon terrain en tant qu'ethnologue, pour honorer un mort. C'est généralement un mort qui a une certaine prestance, qui est représentant d'un lignage. Et du coup, le plus souvent, ces danses ont lieu lors des deuxièmes funérailles, c'est-à-dire non pas de l'enterrement du mort, mais plusieurs années plus tard, notamment lorsque, au sein du lignage, il y a un certain nombre de troubles et qu'on rassemble tout le monde pour faire cette sorte de célébration qui marque en gros la transition d'un mort à un ancêtre, donc reconnu comme le groupe. Et c'est au nom de cet honneur porté, cette transformation portée à ce mort, qu'on espère que ça va apaiser donc les conflits au sein du groupe. Donc c'est un moment de fête, plutôt festivité, et à un moment donné, il y a la musique qui commence, une musique très particulière avec un tambour parlant, comme on dit, qui reproduit le ton de la langue, qui alterne des formules qui sont soit des louanges à propos du mort, soit au contraire des insultes, des louanges. Il a laissé une grande descendance, les insultes, il était particulièrement pingre. Bon, disons, on alterne ça. Et pendant ce temps-là, les femmes qui ne sont pas les membres du lignage se mettent dans une ligne avec des tiges de plantes qui se disent douces, qui sont des plantes utilisées lors des bénédictions, qui sont vues comme des plantes plutôt bénéfiques, mais qu'elle brandit à la façon de lances de guerre. Et elle danse, cette danse guerrière, face aux hommes du lignage qui sont assis devant elle, qui sont donc leurs maris et beaux-pères classificatoires, ou fils classificatoires. Et ensuite, elles, toujours en dansant, elles font le tour du tombeau en faisant des gestes donc d'agression en mort, reviennent, passent devant les hommes assises et vont en brousse et laissent tomber leur tige donc dans la brousse et revient et la danse est terminée. Alors, ce qui importe dans un rituel de ce genre, c'est le fait de faire certaines actions inhabituelles. Ce sont des actions prescrites, et si on les fait pas comme on se doit de les faire, c'est pas qu'on a mal fait le rituel, c'est qu'on n'a pas fait le rituel. C'est tout. C'est-à-dire que, de fait, le mort n'est pas honoré, et c'est à nous d'en porter les conséquences de cette chose. Donc, le fait de faire ces actions-là fournit aux participants certaines expériences, là aussi inhabituelles, et on peut les penser de façon intéressante comme des expériences relationnelles, c'est-à-dire que se met en place une relation entre les participants et le mort, celui de l'honorer, mais aussi tout un réseau de relations entre les hommes, les femmes, les consanguins, les alliés, les lances, le tombeau, et tout ce genre-là forment un sorte de réseau relationnel dans lequel les participants existent et du coup ont cette expérience de ce réseau de relations. Alors ces relations ont des propriétés un peu particulières parce que d'un côté, elles sont très ancrées, ces expériences, et le corps est impliqué, les objets sont mobilisés, les distinctions sociales qui sont pertinentes de la vie de tous les jours sont mobilisées également. Il a de l'expression émotionnelle, intentionnelle. Bon, ce sont relativement saillants comme élément, indéniablement vécu et plutôt mémorable. En même temps, ils ont un côté mystérieux. Il y a une sorte d'opacité, une sorte d'incertitude qui les caractérise, notamment parce qu'ils condensent ensemble des éléments qui sont ordinairement perçus comme relevant de champs ou d'ordres de réalité distincts, voire même contraires. Des louanges et des reproches sont mis ensemble. La danse est à la fois une danse de bénédiction, qu'indique le truc, mais en même temps une danse d'agression guerrière.
Il y a des relations, mise en scène des relations antagonistes entre hommes et femmes, mais en même temps, puisque les femmes sont transvesties en hommes, entre hommes en même temps. Il y a toute une sorte de mise en scène où les affins s'opposent aux consanguins, c'est-à-dire les membres du lignage. Et évidemment, il y a les vivants, disons, je serais tenté de dire celles qui bougent, qui sont ces femmes. Et puis il y a les gens qui sont immobiles, le mort qui est dans son caveau ou dans la terre, et évidemment les hommes qui sont alignés face à ça. Donc tous ces éléments-là sont comme scrunchés ensemble, qui rend en fait cette expérience pas facilement déchiffrable en termes d'interaction quotidienne ordinaire. C'est pas évident de saisir le sens exact de cette expérience, autre que cette année sani, c'est-à-dire le danse pour honorer le mort, qui est une sorte de libellé. Et du coup, dans la mesure qu'elle est prise au sérieux, et pour plein de raisons, elles sont très prises au sérieux, la valeur et l'efficacité de cette danse, de ces actions rituelles, résident en l'action elle-même, dans le fait de les faire, le fait d'honorer l'ancêtre. Et de ce point de vue-là, ces actions rituelles acquièrent une sorte de qualité autoréférentielle. Elles sont indépendantes jusqu'à un certain point des façons de penser, d'agir ordinaires, et sont rapportées, et ça appuie leur autonomie, à des instances précurseurs qui sont des ancêtres, les divinités, ou de façon un peu exemplaire, la tradition. C'est comme ça qu'on fait. Alors, ce sont des expériences qui mobilisent des idées et valeurs axiomatiques, ensemble avec leurs ambiguïtés et leurs contradictions internes éventuelles, mais qui en même temps échappent à l'entendement ordinaire. Ils sont difficiles à déchiffrer. De sorte que si on veut vraiment saisir le sens de ces expériences-là, et ça, tous les gens qui font des rituels diraient ça, il faut le faire. Et de cette façon-là, les rituels fournissent les conditions de leur propre reconduction. Alors, dans ce cas-là, prenons cet exemple, les actions rituelles et les expériences rituelles qu'elles définissent ne fournissent pas des modèles viables pour la conduite quotidienne. On a cette sorte de condensation d'éléments qui précisément relèvent de champs distincts dans la vie ordinaire. Et deuxièmement, il y a une sorte de simplification stylisée. Par exemple, on a les hommes du lignage, les femmes qui se sont mariées avec le lignage. Où sont les femmes du lignage? Là, dans cette mise en scène rituelle, en fait, elles sont dans la cuisine, autour de la cuisine. Dans cette mise en scène rituelle, on fait comme si le lignage n'avait pas de membres féminins. Donc, il y a dans les actions rituelles une sorte de simplification stylisée qui fait que ce n'est pas vraiment très viable comme des modèles pour le quotidien. En revanche, ce sont des références saillantes, mémorables, qui ont une certaine autorité presque difficilement contestable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à l'aune de ces expériences-là, comme référence, qu'on peut évaluer de façon conventionnelle donc des interactions quotidiennes, c'est-à-dire qu'on peut envisager les relations entre hommes-femmes, envisager la relation entre alliés et consanguins, entre vivants et morts, de façon un peu différente, c'est-à-dire à la lumière de l'expérience vécue dont la nature en partie nous échappe, mais qui ne nous est pas moins saillante. Alors, ça c'est un petit peu un rituel de forme relativement classique dont les ethnologues ont l'habitude. Maintenant, je vais prendre un autre exemple, plutôt cactus. Donc là, il s'agit d'un stage. C'est un stage de week-end. J'ai inventé tout ça, qui s'appelle S'ouvrir. On peut le trouver sur un site internet. Et puis, bon, ça se fait depuis plusieurs années. Donc, ça vient des États-Unis, mais maintenant on peut y aller en France. Et je vais prendre qu'une petite séquence. Donc, l'animatrice invite les participants, ils sont une quinzaine, à se mettre en cercle. Ils sont plutôt dehors, dans la nature. Elle les invite à, et là je cite, à accueillir en silence le regard des autres. Puis je cite encore, prendre le temps qu'il faut
pour retrouver sa connexion avec la terre, avec soi-même, avec les autres. Elle précise, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Continuez à respirer. Ressentez les énergies autour de vous. Lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux et faites un geste qui dit « Je suis vraiment présent ». Certains font ça, d'autres font ça, d'autres font ça. Et puis à la fin, elle invite les participants à se mettre assis en cercle et pour ceux qui le souhaitent, à partager à tour de rôle un mot sur ce qui vient de vivre. Alors il y a certains qui s'aventurent. Douceur, dit quelqu'un. Vibration énorme, dit quelqu'un. Merci. Alors, dans cette pratique-là que j'aborde donc comme un rituel, ce qui importe, ce n'est pas les actions en soi, mais c'est ce que les actions permettent de faire. C'est-à-dire, en fait, les comportements ne sont que des moyens, des instruments, soit pour induire, soit pour exprimer certaines façons de penser et de ressentir qui sont reconnues comme extra-quotidiennes, mais qui sont jugées exemplaires. Le fait d'avoir une connexion avec la Terre, soi-même, les autres, de pouvoir ressentir les énergies autour de vous. Ces dispositions un peu spéciales sont rendues, à la fois sont exprimées, et on essaie de les induire chez les participants au travers des actions qu'ils font. Donc les actions n'ont pas une valeur en soi, comme c'était le cas dans la première fois. Si on ne les faisait pas, ces actions qui convenaient de le faire, on n'a simplement pas fait le rituel. Ici, non, les actions ont une utilité, sont présents en tant que moyen. Mais ils sont analogues, donc les dispositions un peu spéciales, être spontané, s'ouvrir à sa propre créativité, retrouver son aptitude à ressentir profondément, bon, toutes ces choses-là, sont analogues aux actions dans la ritualisation de type ours polaire. C'est-à-dire qu'ils sont saillantes, expérimentées, mémorables, mais assez mystérieuses et partiellement indéterminées. Qu'est-ce que c'est qu'exactement d'être vraiment présent par rapport au fait d'être présent? C'est pas évident. En revanche, c'est pas évident d'en parler, mais d'en avoir l'expérience. J'en ai eu l'expérience précisément au cours de ce rituel-là. Alors, excusez-moi, je me suis perdu. Voilà. Et là aussi, ces sortes d'expériences un peu mystérieuses, en fait, sont rapportées à des instances précurseuses, là aussi, soit tacitement, soit explicitement, typiquement des populations non occidentaux ou pré-chrétiens ou extraterrestres comme des anges ou des maîtres ascensionnés, et qui sont ou des aspects ordinairement occultés des participants. Mon soi véritable, mon enfant intérieur, ma sensibilité spirituelle, ce genre de choses. Mais ce qui est très intéressant, il n'y a pas de prescription, c'est plutôt des injonctions. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas, il n'y a pas de prescription de répéter ce que d'autres avant moi auraient fait, c'est plutôt de retrouver en moi l'esprit dans lequel ils auraient fait ce qu'ils auraient fait. C'est-à-dire que j'essaie de retrouver l'aptitude à être vraiment présent que d'autres, mon enfant intérieur ou des populations non occidentales, auraient pu en avoir l'expérience. C'est-à-dire que j'essaie non pas de répéter ce que d'autres avant moi auraient fait, mais de devenir ce que d'autres avant moi auraient été. Et évidemment, le côté injonction qui caractérise ce type de pratique dans laquelle on a la personne qui est en charge, l'animatrice en l'occurrence qui mène ça, mais aussi il y a les affordances de l'action elle-même. C'est très rare dans ces pratiques que les gens se mettent en triangle. On se met en cercle et ça induit une certaine... Donc les actions elles-mêmes sont prescripteurs ou injonctives, si on veut également. Et le cas exemplaire de cette injonction propre à ce type de pratique, analogue donc à la convocation de la tradition dans l'autre type de ritualisation, c'est plutôt l'auto-injonction.
Je suis en train de me dire ce qu'il convient que je fasse. Donc, les participants, ils sont guidés par les paroles de l'animatrice, par les affordances des actes, par l'exemple des autres participants. On est très à l'écoute dans ce type de choses, de ce que les autres font. On ne veut pas faire comme les autres font, mais on ne veut pas non plus être totalement à côté de la plaque. Du coup, il y a en fait une attention très, très, très marquée de ça. Et puis, un certain nombre de représentations conventionnelles. Être ensemble, encore une fois, ça renvoie plutôt pour nous à des cercles et pas à des triangles. Bon. Chacun s'efforce de travailler pour déterminer comment faut-il accueillir le regard des autres. Est-ce qu'il faut que je ferme les yeux ou pas? C'est quoi exactement le temps qu'il faut? Comment est-ce qu'on ressent les énergies? Quels mots est-ce que je vais dire dans le cercle de la parole? Donc, en fait, les gens sont extrêmement actifs dans leur travail, qui est de ne pas agir en fonction de ce que je ressens et ce que je pense, mais de agir en fonction de ce que je ressens et que je pense que je me dois de sentir et de penser. Donc, il y a ce côté... Et du coup, ces rituels-là, à la différence des premières, sont foncièrement réflexifs. C'est-à-dire qu'on a vu l'accent mis sur le choix volontaire, les appels à l'introspection. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Moi, je dois choisir, mais ça veut dire qu'il est attendu de moi une certaine sorte de regard sur moi-même. L'attention ressentie corporelle. Continuez à respirer. Allez, okay. Exhortation à s'exhiber devant d'autres consciemment. Les participants sont toujours mis dans la position à être encouragés, pas seulement à éprouver ces dispositions exceptionnelles, l'aptitude à pouvoir ressentir les énergies autour de soi, mais de s'expérimenter en train de le faire. Et continuellement, dans ce type de rituel, il ne suffit pas de ressentir quelque chose, je me dois à expérimenter le fait que je le ressens. Et donc, cette sorte de réflexivité systématiquement cultivée font que les participants, le temps du rite, se vivent de façon quasiment virtuellement dédoublée. Ce sont d'un côté des êtres exceptionnels, avec des aptitudes extraordinaires, de pouvoir ressentir les énergies autour d'eux, de retrouver une connexion avec la Terre, avec soi-même. Et en même temps, ce sont les individus ordinaires qui sont touchés par la performance dans laquelle ils s'efforcent de retrouver ces dispositions exceptionnelles. Alors, c'est très important, ce n'est pas des gens qui se noient dans des illusions. Non, ce n'est pas d'être Jésus-Christ, Napoléon, non, ce n'est pas ça du tout. Ce qui est important, c'est que je garde les deux. Je suis à la fois une sorte de chaman de ma vie et Michael qui aime bien les frites. En même temps. Et pour ça, il faut bosser. Et les rituels font ce travail-là. Qui fait que, en l'occurrence, ce n'est pas des relations rituelles qui sont définies, comme dans le premier cas, c'est plutôt des identités rituelles qui sont définies, les uns comme les autres, tout à fait difficiles à saisir de façon univoque. Je qualifie ces identités de refractées ou de dilatées, mais dans laquelle les participants expérimentent le fait d'être plus qu'ils ne paraissent être, sans cesser d'être eux-mêmes. Encore une fois, ce n'est pas une question dans laquelle je m'illusionne. Non, au contraire, je garde en tension la question irrésolue de qui suis-je pendant ce temps-là, qui est tout à fait analogue à la question irrésolue dans les premiers types de ritualisation, qui est qu'est-ce qu'on fait exactement et qui n'est pas résolu. Alors l'idée, c'est qu'ici aussi, ces expériences ne fournissent absolument pas un modèle viable pour l'interaction quotidienne, mais en gros permettent d'évaluer ou de porter un regard, de recontextualiser, disons, ces interactions ordinaires d'un nouveau point de vue, ces expériences d'un certain potentiel dont l'idée, c'est que je puisse le mettre en œuvre dans ma vie. Alors,
combien c'est efficace, c'est un petit peu comme les autres rituels, combien effectivement est-ce que les gens, dans l'un type de rituel ou de l'autre, arrivent à mobiliser cette expérience afin de recontextualiser et de faire changer leur vie quotidienne. Ça dépend. Ça dépend du rituel, ça dépend des circonstances, ça dépend des gens, ça dépend de l'histoire, ça dépend de... En tout cas, j'estime que les ethnologues sont incapables de pouvoir dire ça. Ceci dit, si j'ai un peu de temps, j'ai tout petit peu à la fin une idée. Donc, en gros, j'aborde les rituels comme des dispositifs coutumiers qui mobilisent des idées, valeurs, des formes sociales particulières du milieu culturel dans lequel ils se réalisent, ensemble avec leurs ambivalences et leurs articulations problématiques. Ils corroborent en acte cet ensemble d'idées, valeurs et de formes sociales, c'est-à-dire il suffit de faire le rituel, c'est tout. On a tout ça gratuit, gratos comme ça. Tout en favorisant évidemment leur propre reconduction. Donc ce qui est stabilisé au travers des rituels, ce n'est pas tel ou tel principe, c'est les enjeux qui définissent la pertinence d'une série de principes dont l'articulation peut parfois être problématique. Donc c'est très conservateur, mais conservateur dans tout un système donc, de renvoi qui inclut donc des articulations difficiles. De ce point de vue-là, le rituel ne répond pas ou n'apporte pas des solutions à des situations de façon générale, mais tout au plus, il permet leur recontextualisation. Combien est-ce qu'il arrive à le faire? Ça dépend. Là, ça reste une question ouverte. Donc, de ce point de vue-là, et c'est important de le marteler, le rituel fait moins qu'on pourrait aimer. Mais il fait une chose mieux que presque n'importe quoi, c'est d'engendrer des sortes d'expériences pierre de touche dont la nature exacte reste partiellement indéterminée, difficile à déchiffrer, donc, mais qui bénéficient d'une sorte d'autorité en raison de son caractère vécu et de cette autoréférentialité qui le caractérise, et qui sont donc difficilement contestables. Et c'est donc de produire des sortes d'accroches transcendantes dans lesquelles on peut accrocher des distinctions sociales, des hiérarchies, plein de choses. Donc le rituel fait très bien ça. Alors, j'ai proposé qu'en fait, il y a deux processus de ritualisation. Les deux sont organisés pour encourager les participants à s'engager dans des actes inhabituels avec l'idée que l'accomplissement des actes a un effet sur eux. Donc, les actions rituelles, ce n'est pas du tout que ça me permet d'exprimer. Je n'exprime pas des dispositions personnelles, des pensées, des façons de penser ou de ressentir au travers de mes actes. C'est plutôt l'inverse. Ce qui importe dans les rituels, c'est à quel point l'accomplissement de ces actes sont présumés avoir un effet sur la personne qui les accomplit. Donc, dans un cas, il s'agit d'une prescription d'action. Et comme j'ai indiqué, le cas exemplaire de la prescription, c'est celle que la tradition, donc totalement anonyme, édicte. Et la prescription d'action, il convient de répéter ce que d'autres avant moi sont censés avoir fait. Dans l'autre, c'est plutôt une injonction de disposition. Et encore une fois, c'est très intéressant l'injonction par rapport à la prescription, parce qu'il faut quelqu'un qui enjoint. Donc, de disposition, donc de manière de penser, un peu toujours exceptionnelle, de même que les actions sont exceptionnelles, des dispositions reconnues comme autres que celles du quotidien. Et donc, le cas exemplaire de cette injonction-là, c'est l'auto-injonction. Et il s'agit plutôt de personnifier, c'est-à-dire de les retrouver en moi, ces dispositions un peu spéciales. Le processus, disons, le petit truc sur laquelle repose l'engendrement de ces expériences qui sont à la fois très saillantes, mais qui restent incertaines. Dans un cas, c'est la condensation, c'est le fait qu'une même action rituelle, en fait, scrunch ensemble des registres et des types de relations qui, normalement, sont séparés dans le quotidien, tandis que, dans le cas des rituels cactus, c'est plutôt la refraction dans laquelle des individus s'efforcent à retrouver en eux certaines dispositions exceptionnelles, le D astérix, que leurs actions à la fois permettent d'induire en principe et permettent d'exprimer,
en principe, et lorsque les personnes performent ces actions-là, ils sont touchés par ça, le mangeur de frites. Donc, dans ce cas-là, je suis en quelque sorte distribué au travers ces deux états de sujet qui définit donc des identités un peu spéciales et par opposition au premier cas où c'est plutôt des relations un peu spéciales. J'ai simplement marqué rapidement, c'est un peu difficile, mais on retrouve la question de main et l'esprit de ce matin. Les procédés de condensation passent typiquement par la manipulation d'objets matériels. C'est très très important, tandis que la refraction passe beaucoup plus par la création de préceptes immatériels. La visualisation, c'est un cas typique de ça. Il importe quand je fais une visualisation, non pas que j'imagine, mais que j'imagine une situation dans laquelle je suis moi-même acteur et je dois maintenir, ou disons, tout l'intérêt de la visualisation, que je ne perds pas de vue que c'est moi qui est en train d'imaginer ça, tout en vivant, la chose que j'imagine. Si je dois faire, j'ai travaillé à un moment donné sur les rituels pour les animaux de compagnie qui sont morts. Où il faut visualiser que votre chat vient vous voir, il saute dans votre ce vol-là, vous le caressez, et puis à un moment donné, il faut le laisser partir. Faites attention parce que vous allez voir, il y a parfois une sorte de ligne d'énergie qui vous attache à votre chat. Il faut que vous le cassez, cette ligne, pour que le chat puisse être libre et que vous-même, vous puissiez être libre. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on induit à la fois que je dois imaginer de façon extraordinaire cette ligne d'énergie et en même temps être conscient du fait que je dois casser ça, et du coup, la personne qui casse ça, c'est moi qui est en train d'imaginer ça. Donc, cette sorte d'état un petit peu trouble, inabouti, encore une fois, n'est pas fait pour fournir un modèle viable pour le quotidien, pas plus que les rituels de type cactus. Mais ce sont des expériences saillantes qui bénéficient d'une autorité difficilement subvertissable. C'est possible de subvertir, hein, mais un peu plus difficilement subvertissable, qui sont des sortes de pierres de touche par rapport à laquelle je peux évaluer le quotidien. Donc, en fait, contrairement à ce que... c'est difficile à imaginer de mener de front ces deux processus de ritualisation. Hein. C'est-à-dire, il y en a un quand même qui dit qu'il faut répéter ce que d'autres ont fait avant. Il y a l'autre qui fait il ne faut surtout pas répéter ce que d'autres ont fait avant. Il faut exercer sa créativité afin de trouver une façon particulière d'arriver à ces dispositions particulières. Si nous, habituellement, pour ressentir qu'on est vraiment lié à la Terre, on fait ça. Mais si pour vous, ça marche mieux, c'est bon. Donc, il faut précisément, si on ne fait que répéter, on ne fait que reproduire des formes vides comme ça. Donc, mais leur coexistence est tout à fait possible et évident, comme l'a montré Khashal Zajda, mais d'autres aussi. Il y a des rites interculturels, notamment de chamanisme, mais pas des audiences européennes, qui accommodent très bien les deux points de vue. Pour les uns, c'est un rituel de plutôt cactus. Pour les autres, c'est un rituel, notamment pour le chaman, plutôt ours polaire. Et comme a montré Marika Moissef, mais d'autres aussi, dans le contexte culturel, dans la tradition individualiste, disons, qui prône le développement du cactus, mais il y a aussi beaucoup de rituels de type ours polaire dans le système scolaire, dans l'institution médicale, qui obéissent plus à ce modèle de prescription d'action. Et inversement, il se peut qu'il y ait dans des sociétés non occidentales du cactus enchâssé typiquement dans des rituels d'ours polaire. Hein. C'est un tout petit peu les institutions de désocialisation. La chose qui m'est venue à l'esprit, c'est par exemple toutes les périodes de réclusion dans le cas initiatique, qui peut être singulier, mais qui peut aussi être collective. C'est tout à fait imaginable qui n'a jamais été à regarder, qu'on doit regarder ça en y voyant un mode de ritualisation qui est plutôt
de ce type-là plutôt que de ce type-là. Ouh, il me reste quand même 5 minutes, c'est merveilleux. Je vais quand même juste signaler 3 types de défis que pose l'analyse de la ritualisation cactus, qui, encore une fois, pour moi, sont des pratiques au sein desquelles certains concepts axiomatiques dans l'Occident individualiste sont strictement définis à travers l'action. C'est le cas typique d'énormément de rituels. Celui qui a montré ça très bien, c'est mon collègue Carlos Evry. En fait, on mobilise des vocables dont la définition précise et rigoureuse se rapporte en fait à des pratiques rituelles. Avec cette idée qu'on peut en parler, mais si on veut vraiment le saisir, ben, il faut le faire. Et je crois qu'il y a énormément de choses. Le soi, empowerment et compagnie, en fait, sont strictement définis au travers de la poursuite d'actes ritualisés plutôt qu'autre chose. Mais, donc, pour moi, ils occupent une position très importante dans la société contemporaine. Mais il y a quand même un problème. On ne peut pas se fonder l'analyse en principe essentiellement sur les actions que les gens font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de valeur en soi. Du coup, out. On ne peut pas fonder l'analyse sur les dispositions qu'auraient les acteurs. Pourquoi? Parce qu'on a, en tout cas en tant qu'ethnologue, pourquoi on n'a pas accès directement? Out. Donc, en fait, on se fonde l'analyse sur un type de pratique qui, du point de vue de l'analyse des rituels classiques, est considéré comme périphérique ou grosso modo du bruit. C'est-à-dire, c'est la façon que certaines actions sont soit induites, soit prises comme des expressions des sentiments et des pensées des acteurs, des gens des pratiquants. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont tous ces éléments instrumentaux des pratiques. Le fait que quand la personne dit on va se mettre en cercle et puis pose là, à un moment donné, et puis dit voilà, maintenant on est là. Toutes ces petites choses qui, en fait, dans le cadre, je ne sais pas, d'un sacrifice, on s'en fout. Est-ce que la personne a en tête... Est-ce que la personne le ressent vraiment? Non, il faut couper comme ça d'abord et ensuite comme ça. Bon, c'est tout, point. Tandis que là, il y a toute cette autre dimension qui, en fait, en anthropologie, nous ne sommes absolument pas équipés pour prendre pour intégrer à l'analyse ce type de pratique. Donc, ça reste à faire. Deuxième chose, il y a le problème de délimitation de rituels. Le problème avec les trucs cactus, et ça fait partie de ces sortes de procédés qui sont des actions dont la valeur se trouve dans leur aptitude à exprimer ou à supposément induire. Les gens n'arrêtent pas de parler. Ils parlent. Et puis ils écrivent des livres, et puis ils font des sites internet et compagnie. Bon, si on est un peu rigoureux, les paroles, dans le cadre d'une pratique rituelle, ça s'appelle la liturgie. C'est-à-dire, ce sont des paroles proprement liturgiques. Bon, doit-on considérer donc que les livres que les gens font, que les sites Internet sont des liturgies? Tous ces discours, peut-être. Même problème se pose pour les actions, pour la délimitation des rituels d'un point de vue de l'action. Dans cette tradition rituelle-là, dans cette modalité de ritualisation-là, une fois que les actions sont terminées, le rituel est terminé. Mais là, il s'agit de construire non pas des actions rituelles, mais des agents rituels. Des expériences rituelles sont fondées sur un état d'agent et pas d'action, pas de l'engagement dans l'action. Or, les acteurs, les agents, ils continuent. Du coup, c'est pas évident. Quelqu'un qui qui commence le yoga, de pratiquer le yoga avec des prescriptions d'action, son visée, c'est de trivialiser ça, afin de rendre sa vie quotidienne yogesque. Du coup, est-ce que... c'est absolument pas évident. Et dernièrement, pour la question des effets sociaux, c'est évident que
s'engager dans ces pratiques-là, comme pour les autres, ça a des effets. Mais là, il s'agit de mettre en scène et mettre en place des relations qui s'articulent donc avec des relations quotidiennes. Mais là, c'est des individus, c'est des agents particuliers. Et du coup, ce n'est pas évident de voir la mécanique de l'application sociale, des conséquences sociales. Et du coup, je dois dire, je trouve que ça pose un problème énorme, en tout cas je trouve, car en réalité, ce qui est propre avec cette chose-là, c'est que les gens le font pour un temps relativement court, 1 an et demi, 2 ans. Et puis, ils font un autre. Et puis, ils font 2 ensemble. Et puis, je suis attiré par cela. Et il y a une sorte c'est des sortes de anti-sectes. On n'approfondit pas, au contraire, on apprend à diversifier. Et du coup, on a en fait un réseau de pratiques avec des communalités et on a des gens qui circulent entre ces pratiques et qui se reconnaissent un petit peu. C'est rare qu'ils forment des liens très, très serrés, mais il y a la reconnaissance. Donc, on a une sorte de réseau de gens et des réseaux de pratiques. Et c'est la mise en relation de ces 2 réseaux qui serait l'objet adéquat à l'analyse sociologique, alors là, sociologie et relations sociales, de ce type de pratique pour moi. Et ça, il faut être 10. On ne peut pas le faire seul. Et je trouve encore une fois, c'est un des défis que pose une de ces pratiques, qui n'est pas limitée à ces pratiques-là, mais que pour des ethnologues est un défi énorme, quoi. Bon. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Michael, c'est passionnant à la fois pour expliquer l'intérêt de réfléchir en termes de rituel et individualisme, mais aussi très intéressant sur les limites que tu pointes. On a un petit peu de temps pour discuter et Jean-Pierre a une question. Merci. Alors d'abord, merci pour cet exposé extrêmement stimulant. Alors je vais un peu tricher parce qu'en fait je dois communiquer juste après et il y a toute une partie que je n'aurai pas le temps d'aborder. Et dans cette partie, en fait, j'empruntais votre schéma, le rituel, l'action qui influe sur la disposition. Mais j'en venais à me demander si finalement les rites individualistes, d'un certain point de vue, ne contribuent pas à modifier, voire à quasiment inverser le schéma. C'est-à-dire on pourrait aussi interpréter cela en disant, notamment à partir de l'idéal du potentiel caché, ce sont des individus qui, pour exprimer en quelque sorte leur intériorité, vont utiliser la forme rituelle dans un but de développement personnel, de bien-être ou que sais-je. Et donc là, d'une certaine manière, il y a quasiment une inversion du schéma. Mais je les mets là. Oui. Mais sauf que la remarque supplémentaire, ça c'est ce que j'avais prévu avant de vous entendre. La remarque supplémentaire, alors, moi je trouve très impressionnant, tout à l'heure je vais rappeler un peu quelques caractéristiques classiques du rituel. Je trouve que vous apportez vraiment un élément original quand vous parlez de la condensation, de relations apparemment incompatibles, le traitement de l'ambiguïté, de l'ambivalence, de l'hétérogène. Alors j'entends bien que vous dites que donc, ça vaut au niveau du rituel, donc les rituels ours polaire ou le Naven ou que vous avez analysés. Mais est-ce que néanmoins on ne peut pas faire le lien avec un type de société, un contexte, des sociétés dont on pourrait dire malgré tout qu'elles sont caractérisées par un certain enchevêtrement, alors qu'une caractéristique des sociétés modernes, y compris individualistes, et peut-être même surtout individualistes, c'est que je trouve qu'on reste quand même fort sur des notions de compartimentage, en quelque sorte. Et moi, j'avais lu, il y a à sa sortie, le livre de Charles Stepanov, L'animal et la mort, et je trouve qu'il permet il donne à penser par rapport à cela. Parce qu'en fait, il montre notamment, enfin, une de ses hypothèses, c'est que, notamment des militants anti-chasse, ou des militants écolos, ou des partisans du vegan, etc., en fin de compte, ils procèdent à une forme de purification, de séparation, et notamment ça a comme conséquence qu'ils ne sont plus capables de comprendre, par exemple, ce qu'était la chasse traditionnelle.
Donc, par exemple, le chasseur traditionnel, alors je ne parle pas des chasses commerciales à l'heure actuelle, mais le chasseur traditionnel qui était capable à la fois de respecter, enfin, il respectait l'animal qu'il tuait, de la même manière qu'il était capable d'apprivoiser ou d'adopter un spécimen de l'espèce qui était chassée. Et donc là, à nouveau, on est vraiment dans une ambiguïté, une ambivalence. Sauf que là, en l'occurrence, ça se passe au niveau de la vie ordinaire, en quelque sorte. Donc il y a aussi, en tout cas du point de vue de la purification moderne, on a là un enchevêtrement et une ambiguïté, une ambivalence qui n'est pas au niveau du rituel, qui est au niveau de la vie sociale ordinaire, même si par ailleurs la chasse était aussi fortement ritualisée, justement. Et alors j'ajoute, ce qui est aussi un élément, je trouve, extrêmement intéressant dans l'ouvrage. Donc ce qui est aussi une thèse de Stepanov, c'est le fait de dire qu'il y a une volonté, et c'est sans doute aussi une des caractéristiques peut-être de l'autonomie condition et de l'idéal du potentiel caché, en tout cas à travers des figures de néomysticisme, vouloir échapper au modèle ou à la cosmologie naturaliste moderne. Or, ce que suggère Stepanov, c'est que finalement, par exemple, le potentiel caché, on pourrait dire, ce n'est rien d'autre qu'une version d'une conception d'une nature intérieure, qui n'est rien d'autre que l'autre face du naturalisme moderne. Et c'est à partir de là aussi qu'il conçoit ce qu'il appelle des phénomènes de division du travail moral, avec des individus qui vont se purifier, qui se mettent du côté du bien et qui vont dénoncer des pratiques, mais sans forcément être encore capables de comprendre justement les ambivalences, les ambiguïtés, les contradictions, etc. Voilà. Enfin, finalement, c'est moins une question qu'une réflexion, mais je ne sais pas si ça vous inspire des commentaires. Peut-être juste une chose, en fait, bon, on va en discuter. Je crois qu'une des implications de cette façon de voir les choses, c'est d'admettre que, et je ne suis pas du tout le seul à dire ça, mettre l'accent plutôt sur la ritualisation que sur le rituel. C'est-à-dire que de distinguer, il y a la question de qu'est-ce qui donne à certaines pratiques une qualité qu'on peut reconnaître comme rituel, est une autre question de comment se stabilise cette pratique de façon à pouvoir être reconnue comme et du coup, on peut admettre. Et du coup, on peut admettre qu'il y a plein de tout petits rituels qui ne durent que très peu de temps, ou qui ne sont que pour moi, ou qui ne sont que comme ça. Du coup, la notion de rituel comme limité à un événement qui surgit dans l'ordinaire, en fait, prend un coup quand même. Et du coup, ce côté purification, moi je le rattacherais bien à ce côté de décontextualisation, de désocialisation et de resocialisation, et que c'est peut-être effectivement dans la maîtrise de ce mouvement-là qui est en gros la compétence qu'on acquiert en participant à ces rituels-là. Parce que quand moi j'appelle mon intérieur, que je permets à pouvoir s'exprimer, je me situe totalement ici. C'est-à-dire que pour moi, ces instances intérieures, ou le moi le vrai, sont des instances construites au travers la poursuite de pratiques rituelles, comme la Vierge Marie. Exactement. Et que du coup, mais pour les mobiliser, donc elles sont plutôt internes qu'extérieures, mais pas nécessairement, je procède à cette mécanique de la réfraction dans laquelle je ne ressens pas simplement mon intérieur, mais je ressens le fait d'être conscient du fait de ressentir ça. Et que du coup, je ne suis pas simplement quelqu'un qui ressent, je suis corps sensible, esprit réflexif. Pardon. Et là, cette entité-là, il développe ça. Tandis que les autres, c'est des relations. Et du coup, je ne sais pas si c'est plus fragmenté ici, mais ce qui est vrai là, c'est qu'on a un maillage relationnel qui vaut autant dans le rituel que dans la vie privée, que dans la vie sociale et compagnie. Tandis que, et tout ça, ce sont, disons, j'ai tendance à dire, bon, il faut pousser plus loin, mais on est dans le registre relationnel dans lequel l'identification est par rapport à une négociation
constante, avec l'accountability, avec plein de choses qu'exigent les relations interpersonnelles, quoi. Tandis que là, on commence avec les termes de la relation et on veut à tout prix les construire, les relations. Tandis que c'est bien connu dans beaucoup de sociétés qui parlent de trucs relationnels. Le problème, c'est que j'ai trop de relations. Je veux m'en défaire. C'est tout un travail pour le faire. Donc, je crois qu'il y a effectivement des vraies différences de société, mais je ne voudrais pas que disons, je n'aime pas l'idée que l'Occident contemporain, cet aspect soit une sorte de hapax, une sorte d'exception. Je voudrais qu'il soit directement comparable à ce qui se fait ailleurs. Et là, je le fais que sur le plan des pratiques rituelles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière très courte question? Alain. Moi, j'étais tout à fait passionné par votre exposé. Bon, je connais un petit peu parce que je vous ai un petit peu lu, mais je me demandais par rapport à la réflexivité. Il y a aussi des pratiques où la ritualisation compte, qui sont des pratiques peu réflexives ou plutôt corporelles. Je pense notamment du côté des psychothérapies aux thérapies comportementales ou cognitives. Donc, comment vous articulez les deux? En fait, encore une fois, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, en fait deux choses. J'ai l'impression que, curieusement, pour ce type de pratique-là, une pratique ne suffit pas pour comprendre. En fait, c'est vraiment, c'est cette sorte de réseau qui émerge des itinéraires individuels qui se croisent. Bon, d'un côté. Et de l'autre côté, je crois que dans la psychothérapie, pour moi, elle est profondément réflexive. Dans les questions de PNL ou ce truc comportemental ou ce genre de choses, j'ai l'impression qu'il faut regarder dans tout cet aspect du pratique qui en fait n'est pas une action prescrite, mais qui sont les éléments d'induction. C'est-à-dire que c'est pas faites ça, c'est faites ça, vous pouvez peut-être trouver des difficultés, mais il faut que vous les laissez aller. C'est cette phrase-là qui en fait fait partie de la pratique, et c'est là qu'on trouve la réflexivité, me semble-t-il. Et pas dans le truc normatif qu'il faut faire, c'est tous ces à côté qui, encore une fois, d'un point de vue de l'analyse classique de rituel, sont tout simplement évacués comme non pertinents. Et que là, on ne peut pas. Merci. Passionnant. Merci.